Merci beaucoup Olivier. Donc effectivement, on va parler de quelqu'un qui est probablement plus connu ici au Québec et au Canada qu'en France, Jacques de Lesseps. Jacques de Lesseps, c'est le 16e enfant de Ferdinand de Lesseps. Donc, petit il naît, le 5 juillet 1883. C'est son 16e enfant. Son papa est alors âgé de 78 ans. Ferdinand de Lesseps a eu 2 épouses, Agathe de la Malle, avec qui il aura eu 5 fils, qui sera décédée, et puis il se remarie avec, une femme originaire de l'île Maurice, Louise Hélène Otard de Bragard, qui lui donnera 12 autres enfants. C'est elle ici qu'on voit sur ce portrait de famille où le petit Jacques est absent. Il y a les 9 premiers ici et donc Jacques sera le 11e. Et il est impossible, bien sûr, de parler de Jacques de Lesseps sans parler de son père, qui est diplomate et entrepreneur, le comte Ferdinand de Lesseps, principal promoteur du canal de Suez et plus tard la première tentative de creusement du canal de Panama, dont l'échec l'amènera devant les tribunaux et verra sa condamnation pour 5 ans de prison qu'il n'effectuera pas. Le père Ferdinand de Lesseps décédera à 89 ans et Jacques de Lesseps est alors âgé de 11 ans lorsque son père décède. Il passe, son enfance entre l'hôtel particulier, avenue de Montaigne, et le vaste domaine de la Chênaie, qui vient de la famille de sa première épouse, de la première épouse de Ferdinand. Heu, il vit je dirais des activités d'aristocrate de l'époque, principalement passant beaucoup de temps à la chasse. Il travaille avec des professeurs particuliers et c'est simplement en septembre 1902 que Jacques devient pensionnaire au nouveau collège de Normandie à Clères, près de Rouen et il va y rester simplement 2 ans. Parmi ses frères, si certains comme Bertrand de Lesseps font des études supérieures, d'autres enfants, de Lesseps comme Jacques en font le minimum. Mais il s'intéresse énormément à tous les développements, de l'époque, du début du XXe siècle, donc qui sont liés à l'aviation, à la mécanique, le début de l'automobile. Ainsi, là on voit le certificat de naissance du petit Jacques de Lesseps. Il va contribuer avec, son frère Bertrand à, la conception d'un véhicule, qui s'appelle l'Hélonive. Comme vous pouvez voir, c'est une sorte de véhicule propulsé par hélice, une voiture propulsée par hélice, mais qui aussi peut se transformer en luge propulsée. Donc c'est ce genre de passe-temps que le petit de Lesseps va faire pendant ses premières années. En 1903, il est appelé, au service militaire. Il est incorporé au 9e régiment de cuirassiers, caserné à Noyon, le 14 novembre 1904. On l'aurait pu vu parce qu'il a un assez petit gabarit, on l'aurait plutôt vu dans les chasseurs à cheval et il est dans le lourd malgré tout et il va être nommé le brigadier le 17 mars 1905 et il sera démobilisé en octobre de la même année. Il, déclare, donc la vieille demeure familiale de la Chênaie comme, domicile et va être affecté à la réserve au 5e régiment de cuirassiers de Tours. Il va faire une autre période d'instruction là-bas du 2 au 29 novembre 1908 et va être nommé maréchal des logis de réserve le 9 décembre de cette même année. Toujours dans la réserve, il va ensuite se faire muter au 1er régiment du génie le 24 août 1911. Pourquoi? Parce que le génie c'est l'aérostation militaire, donc tout ce qui est lié à l'aviation est rattaché à la direction du génie à l'époque. Passionné par la mécanique, en 1909, il va y avoir un déclic pour, le jeune Jacques de Lesseps, qui est la traversée de la Manche par Louis Blériot. Louis Blériot, en même temps donc qui va obtenir le prix, de la traversée et sa nouvelle popularité, va en profiter pour développer son usine à Issy et en même temps ouvrir son école de pilotage et c'est une activité qui reste encore restreinte à une minorité, assez aisée et on parle d'un coût minimum à l'époque pour passer un brevet de pilote d'environ 2 000 francs. Le coût c'est un coût, casse non comprise ou 4 500 francs qui peut inclure le bris d'une machine si nécessaire, ce qui arrive bientôt. Donc de Lesseps, il est alors âgé de 26 ans et il débute son apprentissage en septembre 1909. Il va se lier d'amitié avec, Louis Blériot et les premiers cours se font sur un rouleur, un Blériot qui est appelé de type Pingouin. C'est un Blériot type manche à aile rognée. Puis vont venir les premiers vols.
quelques mois plus tard, on n'est pas sûr exactement de la date, c'est soit le 16, soit le 19 décembre 1909, Jacques de Lesseps va réaliser un record de durée en faisant un vol de 1 h 30 et 26 secondes et surtout une première, les 15 dernières minutes de ce vol sont effectuées de nuit. Le 6 janvier 1910, il obtient son brevet de pilote, le numéro 26. Par rapport au, brevet de l'Aéroclub de France, ça sera le numéro 27. Mais il me semble qu'il y a tout un système aussi pour les premiers brevets qui étaient décernés par ordre alphabétique et en fait, de Lesseps, reçoit le 12e brevet qu'il y a. En mars 1910, donc titulaire de son brevet de pilote, il achète un des premiers Blériot 11 à un moteur donc de 7 cylindres rotatifs Gnome de 50 chevaux et il va le baptiser le Scarabée. Donc par rapport au Blériot type de la Manche à moteur Anzani de 25 chevaux, là il y a une grande différence, le double de la puissance de disponible. Il y a aussi quelques modifications d'un point de vue du réservoir, d'un point de vue de rigidité de la structure. Et c'est avec ce nouvel appareil que, donc on a le jeune de Lesseps qui va tenter de remporter le prix des Champagnes-Ruinart. Le prix des Champagnes-Ruinart, qu'est-ce que c'est? C'était en fait le prix pour la première traversée de la Manche. Mais on pourrait se dire que c'était à Blériot qu'il avait, mais on lui a refusé sur une base d'une exigence bureaucratique. Il fallait inscrire, dans un journal de bord la date prévue de son envolée, ce qu'il n'avait pas fait, dans le cas de Blériot et c'est donc de Lesseps, le samedi 21 mai 1910, qui à 26 ans, 10 mois après l'exploit de Blériot, va être le second pilote à traverser la Manche. Donc il va être, accompagné, donc du contre-torpilleur Escopette, dont on voit ici au mouillage à Calais et c'est le même navire qui aura accompagné Blériot lors de sa tentative et il va quitter aussi le terrain des Baraques, aujourd'hui Blériot-Plage, vers 15h50 en direction de Douvres, où il y a une foule qui l'attend aussi d'atterrissage de Blériot, de l'année précédente. La météo, elle est loin d'être idéale et l'escopette l'accompagne pour indiquer à peu près la bonne direction et le récupérer. L'aéronef le rejoint et le dépasse, puis le perd de vue. Le pilote va atteindre passer jusqu'à environ 2 700 pieds d'altitude et il arrive, vers la côte anglaise à une vitesse d'environ 100 km/h et il rencontre un brouillard qui devient de plus en plus dense. À un moment, il voit absolument plus la mer ni la côte, il a un seul instrument à bord, un compas et heureusement, à travers un trou dans la brume, ça lui permet d'apercevoir le port de Douvres et le mémorial de Blériot, près des falaises de Sainte-Margaret. Et à partir exactement, il commence sa descente à partir de là et découvre que son réservoir principal est épuisé et que le réservoir secondaire ne se remplit pas. Il est là, il est à peu près à 2000 pieds d'altitude, le moteur s'arrête, l'atterrissage devient vraiment pressant et en fait, le vol motorisé se termine en vol plané, quelques kilomètres au nord-est de l'endroit prévu où une petite foule l'attendait. Il choisit un champ bien plat sans amener maison. Il s'y pose correctement après environ 42 minutes de vol. Le train d'atterrissage improvisé appartient à une ferme et il y a 2 demoiselles qui viennent l'accueillir avec enthousiasme. Et il y a un autre monsieur qui est le propriétaire du champ, qui est le monsieur Laslett, qui vient lui dire la première chose qui lui fait remarquer, c'est que, il y a pour 4 livres sterling de, dommages qui viennent de, s'élever. Donc la première chose que de Lesseps fait au cours de la deuxième traversée pour la Manche, c'est payer un 4 livres sterling de dommages directement au fermier sur lequel il atterrit. Il change immédiatement, il avait tout prévu. Il va changer, il avait pris des vêtements de vol, il passe un habit foncé, des chaussures blanches pour aller répondre aux journalistes, qui l'ont enfin rejoint et parmi eux, il y a, l'honorable Charles Stewart Rolls, donc de Rolls-Royce, qui sera un peu plus tard le premier pilote à faire la traversée de la Manche, mais de l'autre sens, de Douvres vers Calais. Et en plus donc du prix Reinhardt, le Daily Mail lui va remettre un prix de 100 livres sterling qui est promis à quiconque répéterait l'exploit de Blériot.
Il aurait voulu retourner en France par la voie des airs, mais le mauvais temps le contraint à revenir en bateau le soir même. Un banquet lui est offert, il gagne le prix et s'embarque aussitôt pour l'Amérique. En effet, on le retrouve 6 semaines plus tard avec ses 2 blériot à Montréal pour participer au premier rassemblement aérien canadien. Et je m'excuse, j'ai laissé passer quelques slides pour illustrer justement cette première traversée. Donc là, on a la traversée de Lesseps, la deuxième traversée qui a lieu et on le voit ici avec monsieur Ruinart, donc avec son habit de vol et à partir de ce moment-là, Jacques de Lesseps gagne énormément en popularité. Il va devenir un peu la coqueluche. C'est un aristocrate, il est riche, célibataire, il vole, donc il devient vraiment la coqueluche de tous les journaux et on le retrouve à peu près en couverture des magazines si vous faites des recherches sur le mois de mai et juin 1909, vous allez retrouver, 1910 pardon, vous allez retrouver énormément de couvertures l'illustrant. Il est invité en fait au deuxième pageant, mondial d'aviation qui va se tenir à Montréal pendant 5 jours, pendant une dizaine de jours, pardon, du 25 juin au 5 juillet 1910. C'est lui en fait, l'invité d'honneur, pour, la grande semaine de l'aviation, qui va être aussi le second rassemblement aérien mondial. Le premier avait été tenu à Reims l'année précédente et la condition qu'avait donnée de l'ESSEP pour y participer, c'était de recevoir 10 000 en honoraires et 5 000 en frais de transport pour lui, sa sœur, son mari, son frère, 2 mécaniciens et 2 aéronefs. Là-bas, en fait, c'est à l'ouest de Montréal. Il y a un terrain d'aviation qui est improvisé dans le quartier de Lakeside, qui appartient à 5 lots, qui appartient à 5 fermiers différents. Donc tous les organisateurs commencent à aplanir et combler les fossés. Le compte arrive. Il n'est absolument pas satisfait de la situation et il exige de reprendre le travail à toute vitesse pour l'ouverture prévue le lendemain. Et là, il y a une gare, une station de chemin de fer qui est à proximité, qui permet de transporter rapidement les Montréalais à l'aéroport de Pointe-Claire, situé un peu à l'ouest de la Baie-Valois. Par rapport, si vous arrivez aujourd'hui à Montréal, vous connaissez, bah, c'est situé un peu à l'ouest de l'actuel aéroport Pierre-Elliott Trudeau. Il va y avoir plus de 7 000 personnes, qui vont venir le voir et donc il y a un appareil de type Wright qui est utilisé, il y a un dirigeable aussi, qui est présenté et donc Brookings, lui, qui vole sur Wright, qui encore, fonctionne avec, un rail de propulsion. De Lesseps, lui, de son côté, lors des premiers jours, fait des démonstrations, de la puissance de son appareil, par rapport aux autres appareils qui sont présentés, qui sont plus anciens. On le voit ici, décoller face aux tribunes à Montréal. Et donc toujours dans le cadre de ce pageant, le 2 juillet 1910, il va, s'envoler pour aller faire en fait, le premier survol de la ville de Montréal. Heu, il faut bien s'imaginer la situation. Il n'y a jamais un avion qui a survolé, la ville pour l'instant. Il y a eu déjà des vols qui sont faits ailleurs au Canada, mais qui sont restés des expérimentations, un peu isolées et les premiers étaient, faits par Bell et Cody et autres, donc en Nouvelle-Écosse et là, à Montréal, donc qui est la ville la plus importante du Canada à l'époque, qui sera supplantée par Toronto plus tard. Mais Montréal reste quand même le centre des affaires et c'est là que pour la première fois, il y a un avion qui va venir survoler la ville et il va parcourir, donc passer un peu plus d'une heure et faire le tour complet, de la ville et on voit à partir de ce moment-là aussi un peu dans la presse, là ici c'est la copie d'une carte postale qui est un montage bien évidemment, donc la popularité de ce vol va aller à peu près, partout dans tous les médias de l'époque. Donc un peu plus tard, il va continuer sa tournée nord-américaine et il va aller, donc à Toronto, pour aller, le 13 juillet 1910, faire le premier survol complet de la ville. Donc aussi à 2 000 pieds d'altitude. Il va décoller à peu près d'un terrain d'aviation aussi situé sur une ferme, le premier de la ville, qui se situe à côté de l'aéroport Pearson pour ceux qui connaissent, ce qu'on appelle la ville reine.
Après le spectacle, Jacques se laisse inviter par le magnat du rail canadien, Sir William Mackenzie, au York Club, puis au Manor familial. Là, il fait la connaissance des 3 filles, Grace, Ethel et Kathleen. Il part en croisière avec elles sur un petit yacht sur le canal, Trent, qui se situe à proximité et les, heu, les rencontres se passent assez bien. La foulée de ses exploits à Toronto, le comte revient s'exhiber à Montréal avec ses 2 Blériot et le 26 juillet 1910, il va réussir une envolée d'une soixantaine de kilomètres depuis le parc, King Edward et il va faire un vol qui dure environ 81 minutes et là aussi, ça va de nouveau faire sensation et avant de quitter pour revenir en France, il va vendre ses appareils aux propriétaires du parc. Sitôt revenu en France, il va repartir en fait, à New York pour participer à la Statue of Liberty Race, dont le parcours exige d'aller contourner la Statue de la Liberté et certaines balises depuis le parc, Belmont à Long Island, où se tient du 22 au 31 octobre, le Great Aerial Tournament. Invité en juillet, les sœurs Mackenzie le rejoignent et il y a une catégorie, des épreuves qu'il y a, qui se fait avec des passagers et Jacques en profite pour emmener les sœurs Mackenzie avec lui et il leur donne leur baptême de l'air, les unes après les autres, le 25 octobre et il tombe amoureux par Grace qui a 21 ans à l'époque. Il est déclaré vainqueur de l'épreuve et gagne le prix Thomas Fortune Ryan de 10 000 et malgré en fait, c'est un prix qui a été assez discuté. Pourquoi? Parce qu'il y avait le compétiteur britannique, Claude Graham White, qui est plus rapide, mais qui est disqualifié pour avoir raté une borne. Donc en fait, Jacques de Lesseps, c'est le premier à avoir contourné la Statue de la Liberté, mais Graham Wright, le dépasse et il a manqué une borne, donc se retrouve disqualifié, ce qui amène beaucoup, de controverses dans la presse britannique. Donc pour mémoire aussi, la Statue de la Liberté, avait été remise par le comte Ferdinand de Lesseps au président, américain en 1886 au nom du gouvernement français. Donc on peut imaginer l'émotion de Jacques, de gagner cette course. Un peu plus tard, il va s'en aller à Baltimore, toujours dans ce cadre de cette tournée américaine, et il va emmener un monsieur Hitchcock, qui est le directeur des postes des États-Unis, et qui va en fait déclencher les travaux qui vont faire la poste aérienne aux États-Unis, vont vraiment débuter après ce vol. Jacques va remonter ensuite au Canada pour voir Grace, sous prétexte de présenter des excuses au père. En fait, celui-là, quand il a appris qu'il y avait, que ses filles avaient fait des vols avec le comte, il a exigé le retour immédiat de ses filles, parce que le papa était assez fâché. Finalement, au mois de novembre, qu'est-ce qui se passe? Sir William Mackenzie annonce les fiançailles de sa fille avec, le comte, Jacques de Lesseps et la cérémonie du mariage va avoir lieu le 25 janvier 1911. Pour, Jacques de Lesseps, une des promesses qu'il aurait fait à son père et d'après les petites recherches que j'ai pu faire, c'est ce qui apparaît aussi dans la presse, Jacques de Lesseps, une des promesses, c'était d'arrêter de piloter et de dire il a promis à son épouse de jamais remonter dans un aéroplane. Là, on voit les photos de mariage, du comte et la mariée. Jacques étant en haut à gauche, la mariée étant au centre et à droite aussi sur l'autre photo et il a déclaré dans les journaux parmi les autres que c'était une activité de célibataire, que pour lui c'était fini. On y croit fort bien sûr. Après cela, ils vont faire ils vont partir en croisière. Ils vont passer par le canal de Suez, bien sûr, pour saluer la statue de Ferdinand qui se situe à l'entrée à l'époque, l'entrée ouest du canal. La statue a disparu aujourd'hui. Et Sir William Mackenzie, décide propose un emploi à Jacques de Lesseps pour entrer à la direction de la Northern Railway, la compagnie de chemin de fer, de son beau-père et il va rentrer fin septembre 1913 au Canada.
Le 5 août 1914, à bord du, Victorian, ce navire, Jacques de Lesseps va retourner en France, la guerre s'annonçant. Il est rappelé sous les armes par le décret de mobilisation du 2 août. Il va arriver au corps, le 3. Il va rejoindre le camp retranché de Paris et il va commencer ses vols sur différents modèles d'avions. Il doit passer l'examen de pilote militaire parce que c'est une petite formalité pour lui, mais c'est requis. Et sous la direction, du capitaine Lucas, il va commencer à former les pilotes pour le vol de nuit. Va être affecté à l'escadrille de protection de Paris qui va être, basée après, qui était originairement à Saint-Cyr près de Versailles, puis après va aller à l'aérodrome tout neuf du Bourget et il va voler sur Voisin. En même temps qu'il commence à voler, il va être mis en contact avec un Norman Prince qui est un Américain qui, souhaite en fait, proposer la création d'une escadrille de volontaires, pour venir participer à l'effort de guerre et c'est Jacques de Lesseps, qui avec son frère, qui vont le mettre en contact avec le gouvernement. Donc les premiers balbutiements de l'escadrille Lafayette, sont dus donc la fameuse escadrille de volontaires américains, sont dus au contact, facilité par Jacques de Lesseps. Donc on voit le diplomate qui était chez son père se trouver aussi chez le fils et pendant ce temps-là, le Jacques de Lesseps va participer à la protection de la ville de Paris. Il fait ça avec succès puisque, ce qui se passe, c'est que, à la fin dans la nuit du 29 au 30 janvier, 1916, il y a un Zeppelin, le L-79, donc ça, c'est les matriculations militaires, L-49 pour le LZ-49 comme numéro de série, qui vient bombarder Paris. Et il y a, Jacques de Lesseps avec son, observateur qui vont décoller et qui vont aller le poursuivre, pendant presque une trentaine de minutes et ils vont réussir à le toucher, en fait, l'endommager, qui vont faire que finalement ce Zeppelin va s'écraser en Belgique. Il a déjà eu l'année précédente une première tentative, mais l'appareil, le Zeppelin allemand volait beaucoup trop haut pour qu'il puisse le rejoindre et c'est suite, en fait, aux leçons apprises lors de cette première tentative d'interception que, justement, de Lesseps qu'on voit poser en couverture du magazine J'ai vu ici, va arriver, et réussir cette 1re victoire. Ensuite, il va bouger, vers une unité de bombardement et il va aller rejoindre, la CAP, 115 et on va le retrouver un peu plus tard, donc il va faire plusieurs missions de bombardement et le 3 avril, 1918, on arrive vers la fin de la guerre, il va faire à peu près 300, missions de bombardement, donc plusieurs de nuit et le 3 avril 1918, de l'ESSEP va prendre le commandement de l'escadrille, qui va réaliser, de nombreuses missions sur l'Allemagne et suite à cela, en fait, il y a un nouveau, bombardier qui va arriver en septembre. À l'époque, ils volent principalement sur des appareils italiens, qui sont construits, sous licence en France. Donc ce sont des Caproni qui sont construits sous licence et il va y avoir 34 tonnes de bombes qui vont être larguées par son escadrille alors qu'il en aura le commandement. Et il va recevoir à titre pour les actions qui vont être montées, qui vont être réalisées, par son escadrille alors qu'il en avait le commandement. Il va recevoir notamment plusieurs citations militaires. Il va recevoir aussi la DFC, du gouvernement américain et pour, une mission qui va avoir lieu le 15 août 1918 pendant lequel il va avoir effectué 3 raids de bombardement, pendant la nuit, à très, très basse altitude, avec en plus, faire des missions d'observation, toujours au cours de la même mission. Heu
Il a en fait remplacé le capitaine Henri Baléguier, à la tête de cette unité et le capitaine Henri Baléguier, a perdu une jambe, qui a été, suite à un accident avec une hélice, d'un bombardier Caproni et il y a une amitié profonde qui naît entre lui et Jacques de Lesseps et ce qui va se passer, c'est que, après la guerre donc, il va y avoir la fondation avec Henri Baléguier de, la compagnie aérienne française, qui va être dédiée à faire des travaux aériens. On va passer donc la Ils vont avoir un premier contrat qui va se réaliser, qui va être fait par le ministre québécois Honoré Mercier, fils, qui va leur demander de cartographier la Gaspésie. La Gaspésie, si vous regardez une carte du Québec, c'est situé en fait c'est la rive sud, du Saint-Laurent. Donc toute la partie qui se situe, c'est principalement des forêts, des montagnes et il n'y a aucune carte en fait qui existe encore pour ça. Donc il reçoit cette mission, de la part du gouvernement québécois et il accepte avec joie le tout et donc va venir se réinstaller au Québec, parce qu'en fait, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que depuis 1920, le fait qu'il n'ait pas vraiment respecté sa parole fait que, sa femme et avec lui sont séparés. Donc sa femme est restée à Toronto, tandis que lui va être au Québec. L'avantage, c'est que ses enfants vont venir pouvoir le voir et il va notamment pouvoir voler avec eux. S'il va y avoir, va voler principalement sur appareils de type Shrek FBA. Donc ce sont des hydravions biplaces, qui ont été conçus donc, par, la firme, franco-britannique Shrek. De l'autre côté, du côté de la famille, Mackenzie, les choses vont pas très bien. Ce qui va se passer, c'est que, la compagnie, de son beau-père, bientôt ex-beau-père, va faire faillite et son beau-père décède, d'une crise cardiaque en décembre 1923. Donc, en fait, à Gaspé, on va avoir une base qui va s'établir, donc il y a 2 hydravions Shrek, FBA-17 qui sont envoyés de France dans des caisses. Ils sont montés à Gaspé. Il va y avoir une autre base aussi qui va se faire à Valbriand sur la rive du lac Matapédia. Il y en a aussi d'autres bases qui sont installées, une à l'est de l'île de Montréal, où va se trouver l'atelier principal de montage des avions et le laboratoire photo est installé à Sillery, la cartothèque à Québec et 2 autres bases sont installées aussi au lac, Témiscouata et au lac, Nonimag. Donc, au cours des étés 1926 et 1927, les photographies récoltées permettent d'avancer donc toute la cartographie et il va y avoir 15 000 km² qui vont être couverts. Elles vont être aussi exploitées sous forme de cartes postales qui vont populariser la région, qui va devenir un peu une zone touristique à partir de ce moment-là. Et il y aura plus de 800 vues de villages gaspésiens qui vont être imprimées à Paris. Donc pour ceux qui collectionnent des cartes postales, si vous voyez des cartes postales du Québec, donc de Gaspésie du début du siècle, il y a une très très grande chance qu'elles ont été photographiées par Jacques de Lesseps. Donc là, on voit l'appareil FBA de Jacques de Lesseps. En octobre 1927, il y a en fait un contentieux qui commence à démarrer entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Au Canada, il y a 2 gouvernements. Il y a un gouvernement national, gouvernement, provincial. Le gouvernement provincial a certaines, prérogatives et certaines juridictions et le gouvernement fédéral en a d'autres et notamment l'aérien. Et le gouvernement fédéral est pas content, que, le Québec ait fait appel à une compagnie française, pour ça. À partir de là, commence dans la presse, notamment au niveau du Daily Mail à Toronto,
campagne de dénigrement vis-à-vis des compétences de Jacques de Lesseps et sur le fait que justement le Québec fait appel à une compagnie française. Donc, il va y avoir une nouvelle compagnie qui va être créée, qui va être la compagnie aérienne franco-canadienne pour cela, mais ça ne suffit pas au gouvernement fédéral qui, lui, va demander que cela soit justement des pilotes et des ingénieurs britanniques qui soient utilisés au sein pour faire ces travaux-là. Et non pas des pilotes français. Et on demande à Jacques de Lesseps de prendre aussi la nationalité canadienne. À ce titre-là, en mois d'octobre, Jacques de Lesseps doit rencontrer le Premier ministre Honoré Mercier pour aller discuter de ces éléments-là. Malheureusement, c'est une journée où, le long du fleuve Saint-Laurent, en fait, le golfe Saint-Laurent, c'est plus la mer que le fleuve à cet endroit-là. Ça fait plusieurs centaines de kilomètres de large et il est demandé donc il y a un épais brouillard et Jacques, de Lesseps décolle avec, son, mécanicien Shichenko, d'origine, russe et malheureusement, leur appareil va survoler Valbriand. On va entendre le moteur, mais on ne va pas le retrouver. On va être pendant plusieurs jours sans aucune nouvelle de lui, jusqu'à temps que, au début novembre, on retrouve en fait, l'épave, de son hydravion qui s'est abîmé. Donc, en fait, s'il n'y avait pas eu d'embrouillard entre les gouvernements québécois et fédéraux canadiens, on peut supposer que Jacques de Lesseps n'aurait pas eu à décoller ce jour-là fatal. On va retrouver son corps 45 jours après, à Terre-Neuve, porté par sa combinaison qui était rembourrée de liège. Et son corps va être ramené et enterré à Gaspé, la ville de Gaspé, qui est la ville principale en Gaspésie. On y trouve encore un monument donc à sa mémoire, qui est illustré. Aussi à Montréal, si vous allez voir l'aéroport à Dorval, un des points d'observation pour les avions, c'est le parc, Jacques de Lesseps, qui garde une, certaine popularité. Au musée d'aviation de Montréal aussi, il y a eu la réplique de son appareil, le Scarabée, qui a été refait et qui a revolé en 1910 pour les 100 ans de son vol historique. Voilà, on arrive à la fin de la présentation. Donc, j'espère que ça vous a permis de découvrir un aviateur qui est méconnu, mais qui a fait progresser un certain nombre de choses. Aussi, un point que j'ai oublié de situer, en parallèle avec ces activités à la fin de la guerre, le centre d'instruction pour l'aviation de chasse de nuit va être créé en juillet 1918 et il est placé sous les ordres de Jacques de Lesseps. Donc, en même temps qu'il est commandant de la CAP 115, qui est située à 50 km de là, il va s'occuper aussi du centre d'instruction pour l'aviation de chasse de nuit. Donc, on peut voir qu'à travers les différentes réalisations, que ce soit en tant que pionnier pour les premiers vols, le deuxième vol de la traversée de la Manche, que ce soit plus tard en ce qui concerne le vol de nuit, la chasse de nuit, la cartographie aérienne, Jacques de Lesseps a apporté de nombreuses contributions à l'aviation et à l'histoire de l'aéronautique qui sont malheureusement un peu aujourd'hui oubliées. Voilà. Merci Benoît. Est-ce que vous avez des questions et remarques? Je vous ai envoyé la photo du Zeppelin craché descendu par Jacques de Lesseps, enfin endommagé et craché en Belgique, ainsi Oui, qu'un profil de son avion. Il pilotait un voisin canon. oui. En fait, il a commencé sur voisin canon, mais après, il aura aussi volé sur Farman. Effectivement, c'était un voisin canon en ce qui concerne l'interception du Zeppelin. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions, si vous avez découvert de nouveaux éléments concernant cet aviateur. Il faut savoir aussi que dans la famille de Lesseps, il y a eu c'était pas le seul à voler. Il y a eu aussi ses frères Paul, Bernard, qui ont été pilotes.
principalement dans le cas de Paul, qui va avoir contribué à faire des démonstrations en Angleterre avant la guerre. Pour Bernard, lui était beaucoup plus passionné de mécanique, donc, et lui va avoir contribué à l'élaboration d'un appareil qui s'appelle la frégate et qui s'écrasera très rapidement en fait, avec un profil d'aile assez particulier. Aussi, il va y avoir un appareil, un des premiers appareils avec hélice à pas variable qui s'appelle le Taris, que son frère aura demandé la construction à un ingénieur polytechnicien de l'époque. Donc, c'est vraiment une famille qui était passionnée par l'aéronautique. Dans le cas de Lesseps, quand on va en fait, quand on vit à Montréal, j'ai vécu de nombreuses années, on trouve beaucoup d'endroits qui portent ce nom. Il y a des écoles qui s'appellent de Lesseps, il y a des rues qui s'appellent de Lesseps, il y a le parc qui s'appelle de Lesseps, en Gaspésie aussi, donc son souvenir est toujours présent. Donc, je dirais, un des rares pilotes français qui est probablement beaucoup plus connu ici, de ce côté-ci de l'Atlantique, que dans son pays de naissance. Est-ce que les de Lesseps, ils ont gagné de l'argent avec le canal? Est-ce qu'ils avaient des rentes là-dessus ou pas du tout? En fait, de Lesseps, il y a eu toute une affaire avec le père Ferdinand ensuite, après le succès du canal, de Lesseps. Effectivement, là, il y a eu des levées de fonds et on peut se douter qu'il y a eu des revenus, qui ont été assez importants, qui ont découlé de là. Il y a eu toute une affaire, comme, je l'ai évoqué rapidement au début avec le père et qui a amené qu'en fait, il y a eu une première tentative de financement pour le canal de Panama, et qui va échouer. Et qui va amener donc le père de Lesseps devant les tribunaux où on l'accuse de détournement d'argent. Donc, mais les de Lesseps aussi, par la première épouse de Ferdinand, ont une fortune très importante. Donc, c'est pas ce sont des aristocrates, mais ce sont des aristocrates riches. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques, d'autres commentaires sur cette conférence plus courte que celle que nous avons d'habitude, mais c'est pas grave du tout. Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres Lesseps dans l'aviation à la génération d'après? Pardon, j'ai très mal entendu. Est-ce qu'il y a eu d'autres Lesseps dans l'aviation à la génération suivante? La génération suivante, il y en a eu plusieurs qui ont été pilotes, mais il n'y en a aucun qui s'est illustré. Je dirais que c'est quand même Jacques qui s'est illustré le plus d'un point de vue de l'histoire de l'aviation. Au niveau des contributions aéronautiques, c'est définitivement lui qui a. Mais je pense qu'un de ses petits-fils a été pilote aussi. Merci beaucoup. Et aussi un point important, juste après la guerre, il y a 3 de ses frères qui sont décédés. Donc lui était le seul dans l'aviation. Les autres n'étaient pas dans l'aviation, mais il faut comprendre que la famille a été extrêmement marquée par le 1er conflit mondial et suite à ça aussi, c'est une des raisons qui a fait qu'il était vraiment intéressé aussi pour se trouver plus proche de ses enfants, à retourner au Canada, après cette période.